Alors, bonjour et très heureux de vous retrouver. Et juste d'entrée de jeu, permettez-moi juste de remercier. Là, ils m'ont bien dit que c'est pas être. Je comprends qu'il faut aimer le crack, mais c'est le crack. Alors, ils m'ont dit que la prononciation faisait toute la différence. Alors, merci beaucoup au crack pour l'invitation. J'ai eu l'occasion hier soir de souper avec le comité organisateur. Vous avez vraiment vous êtes très, très, très choyés, des gens qui ont travaillé vraiment très fort. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver parce que peut-être on est dans un moment vraiment particulier, exceptionnel, et on va voir si ça fonctionne. Non. Télécino, par où je vais? Ah, voilà. La raison pourquoi j'adore parler des choses internationales, c'est que ça me permet d'abord de casser un mythe. Qu'on a l'impression que l'international, c'est une affaire d'université, de grandes villes, de monde urbain. C'est Montréal, c'est Toronto, c'est New York, etc. Et moi, tout à l'heure, je l'ai mentionné, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je pense que plus on est proche de la terre, plus on est proche de l'usine, plus on est proche de l'international. Et le monde agricole, vous savez ça. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où dans les années 90, quand l'Union soviétique s'est effondrée, dans l'autobus scolaire, on parlait que les Russes faisaient du dumping et ça affectait le prix de l'aluminium qui faisait que les pères d'à peu près tout le monde étaient préoccupés par ça. Et dans le monde agricole, bien, vous êtes collés là-dessus. S'il y a une guerre en Ukraine, s'il y a un président qui se fâche quelque part, s'il y a des feux en Russie ou s'il y a une inondation au Bangladesh, ça vous impacte. Et ce genre de choses-là, ce n'est pas des choses sur lesquelles on a du contrôle, alors on est condamné à essayer d'en faire du sens. D'ailleurs, je voulais tester avec vous peut-être une chose. On est dans un monde où est-ce que le président américain dit tout le bien qu'il pense de Vladimir Poutine, du président russe, et en même temps tout le mal qu'il pense de son allié de toujours, le Canada. On est dans un monde où est-ce que les marchés peuvent chuter d'à peu près moins 20, moins 10, moins 15, moins 20 depuis le début de l'année. On a le président chinois qui dit qu'il faut respecter les règles du commerce international parce que c'est vraiment important. On a des choses qui n'arrivent pas d'habitude. Même le Canadien est en série, comme quoi on vit dans un monde un peu parallèle. Est-ce qu'il y en a qui pensent à main levée que le monde fait comme plus de sens, là? Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression? Alors, derrière, ils ont bien compris la question. Devant, non? Alors, ma thèse ici, c'est que le monde fait toujours du sens. C'est ce que je veux faire avec vous. Je vais vous parler, je pense qu'on a besoin d'un moment Copernic. Alors, Copernic, c'est celui qui, le premier, a dit, écoutez, là, il y a plein d'observations en astronomie. C'est le début de l'astronomie. On est au 14e siècle, 16e siècle. C'est le début de l'astronomie. Il y a l'idée que la Terre est au centre et toutes les observations confirment ça, mais de plus en plus, au fur et à mesure que les télescopes sont de meilleur en meilleur, les choses que l'on aperçoit ne cadrent pas dans le modèle. Ça ne fait pas de sens. C'est en dehors de ce que ça devrait être. Jusqu'à ce qu'en 1543, Copernic arrive et il dit, je pense que c'est notre matrice d'observation qui est erronée, parce que le monde fait toujours du sens. Et pour la petite histoire, Copernic, il dit, si on prenait notre modèle et qu'on mettait le Soleil au centre, et là, soudainement, tout fait de nouveau du sens. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se donner collectivement une nouvelle matrice pour comprendre ce qui se passe? Et puisque c'est vrai en commerce international, c'est encore plus vrai en agriculture, de la météo à la guerre en Ukraine et ailleurs, si on est pogné pour vivre les conséquences d'un paquet de choses sur lesquelles on a relativement peu de contrôle, ce que va dire Trump demain ou après-midi, ou d'une minute à l'autre, ou ce que fera Poutine ou Zelensky, ou les changements climatiques, on a peu de prise sur ça. Donc, on est condamné pour reprendre le contrôle, à comprendre ce qui se passe, pour être capable de mieux l'anticiper et donc de mieux naviguer ce qui va se présenter à nous. Alors, c'est un peu le moment Copernic que je veux vous proposer. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ça? Bon, excellent. Commençons par des funérailles. C'est triste, mais ça dépend qui qu'on enterre. Mais fondamentalement, là, il y en a qui pensent à quelqu'un de précis, là. Alors, fondamentalement, nous vivons depuis la Deuxième Guerre mondiale sur l'idée d'un consensus général qu'on a fini par appeler le consensus des années 90.
Et là, il faut comprendre que c'est ça qui nous a gouvernés depuis maintenant 2 à 3 générations et que c'est ça dont la mort était peut-être pas constatée, mais là, c'est clair. Quel était-il, ce consensus-là? C'est la promesse du nirvana, c'est-à-dire que l'ultime évolution des peuples et des sociétés, c'est de se diriger vers des démocraties libérales et le droit international. C'est de se diriger vers une économie de marché qui est gouvernée, organisée par des organismes comme le GATT, comme l'OMC et autres. Et si jamais on chicane, bien, on ne fait pas éclater toute la maison. On a un processus de grief. On n'arrête pas, on n'est pas en France, on n'arrête pas l'usine parce qu'on s'est chicané sur un petit quelque chose. On fait ça entre adultes, puis il y a un grief, puis on va le résoudre pour isoler, compartimenter un différend pour pas qu'il contamine l'ensemble de la relation. Et puisque l'on veut le moins d'imprévisibilité possible dans nos relations économiques, il faut qu'il y ait le moins de politique possible dans les décisions économiques. Alors, on va massivement déréglementer, massivement sortir le politique de l'économique. Et il y a eu des promesses importantes. Vous avez vu combien, dans la présentation ce matin de la Banque nationale, on a réussi à avoir des niveaux de croissance très, très, très importants, sans inflation, mais c'est parce qu'on a pu éloigner la chaîne de production et le faire à faible coût, puis trouver des nouveaux marchés. Bref, le pari ou la promesse du nirvana a été en partie, sinon réalisée, à tout le monde, on y a presque touché. Et ça a été l'idée qui nous a guidés jusqu'à ce moment-là. Par contre, il y a eu depuis quelque temps le choc du réel. Et ce n'est pas le choc du réel qui est arrivé avec Trump. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer que Trump est peut-être extraordinairement visible, mais c'est vraiment la pointe d'un iceberg infiniment plus vaste et qui a commencé à se mettre en place il y a fort longtemps de ça. Et le choc du réel est peut-être, l'idée c'était d'abord on va avoir une chaîne de production en Chine et ailleurs, et ils vont faire les choses comme tout ce qui est en plastique équivaut 2-3 sous, et nous, on va garder l'industrie forte, costaude et autres. Regardez aujourd'hui où sont faits les iPhones. Même chose pour l'idée de temps de la Russie. La Russie dont le mur a tombé, pardon, le mur de Berlin est tombé, l'Union soviétique s'est effondrée, on a dit, nirvana, la prochaine étape, c'est bien sûr l'idée d'un monde démocratique. Ils vont évoluer vers ça. Même chose en Chine, dans un hubris assez extraordinaire. Nous allons faire entrer la Chine dans l'OMC et quand ils auront goûté au miel absolument délicieux du commerce international, ils vont se diriger vers le nirvana démocratique. D'abord, la Chine n'a jamais été plus dirigiste qu'aujourd'hui. Et quand je vous dis que c'est un péché d'orgueil, vous pouvez faire un lien parfait entre la Russie de Poutine, le Politburo et la Russie des tsars. Alors, ils sont peut-être plus soviétiques, mais sont encore russes. Alors, la Russie, depuis ce temps-là, on voit une dérive autoritaire qui n'est pas limitée uniquement à la Russie et à la Chine. Je pourrais parler de la Hongrie, je pourrais parler de ce qui s'est passé au Brésil, de ce qui s'est passé dans un paquet d'autres pays. Et bref, il semble que la promesse du nirvana n'est pas tout à fait arrivée. Même chose pour l'immigration. Chaque année, il y a entre 2 et 3 % de la population mondiale qui change de pays. Et on a vu ça comme quelque chose d'absolument merveilleux pour lesquels il n'y a aucun enjeu. Évidemment, pas ici, mais ailleurs, on s'est rendu compte que ça était plus problématique qu'on pensait. Que finalement, l'État-nation, ce n'était pas une vue de l'esprit. Que l'idée de culture nationale, si ce n'était peut-être pas désiré comme tel, ça semble exister parce qu'il y a des gens qui y tiennent. Rajouter les enjeux culturels, religieux, linguistiques, et là, vous avez des tensions qui n'étaient pas dans le modèle du nirvana promis. Dans un monde sans frontières où il y a essentiellement une planète divisée, appelons ça la planète divisée en deux, dans laquelle il y a 2 catégories, des acheteurs et des vendeurs. Et ce qui détermine le prix, ce qui détermine qui a accès aux ressources, c'est le prix. Et dans un monde dans lequel il y a 2 catégories, des employeurs et des travailleurs, il n'y a pas de nationalité. Mais là, on se rend compte que ça casse.
Et ce qui a probablement accéléré ce mouvement de brisure qui a commencé dès la fin des années 80, parce que c'est une période que l'on pourrait appeler celle du Nirvana, poussée sur les stéroïdes de Reagan jusqu'à Clinton à peu près. Donc, vers la fin des années 90, il y a eu peut-être 3 marqueurs qui ont profondément plombé la confiance générale que l'on a envers les institutions. La confiance générale que le bon peuple a dans l'idée que ceux qui dirigent savent, que les élites veulent votre bien, travaillent fort pour l'avoir, mais que les élites vont prendre des décisions pour le bien car elles savent. Et il y a eu, chaque génération a des brisures comme ça, des cicatrices dans la confiance dans les institutions, mais ce qui est particulier dans notre époque très actuelle, c'est qu'on a eu 3 chocs, 3, je dirais, brisures fortes de liens de confiance entre la population en général et les institutions, et sur une très, très courte période de temps. Donc, imaginez que vous avez une cicatrice et que je repasse dessus 2 autres fois, ça laisse une blessure d'infiniment plus profonde. La première, c'est la guerre en Irak, où on va là pour des raisons évidentes, des armes de, j'allais dire, de distraction massive. On reste là pendant 20 ans. Démocrates, républicains, il n'y a pas de différence. Il faut y aller parce que, et là, on ne sait plus comment en sortir. Et là, à un moment donné, il commence à avoir l'idée que peut-être ceux qui nous disaient à quel point c'était essentiel ne sont même pas capables de nous dire « je me suis trompé, j'aurais peut-être pas dû prendre cette décision-là ». L'autre, c'est la crise financière de 2007-2008, moins grave au Canada, mais infiniment grave aux États-Unis. Et le même Congrès qui est incapable de dire peut-être que je devrais donner un peu plus d'argent pour l'éducation ou la santé, en quelques jours décide de donner un plan de sauvetage aux banques qui sont pris dans leurs mauvaises actions, probablement à cause d'une certaine volonté d'en vouloir trop, de leur donner 800 milliards de dollars. Et du jour au lendemain, ils prennent tout ça. Il n'y a aucun banquier qui est poursuivi en justice. Ils se paient des bonus. Puis à la fin, il n'y a rien qui a vraiment changé. Et pas tellement longtemps après, c'est la COVID. Prenons-la une couleur plus locale, mais c'est la même chose. Comment ça se fait qu'une élite me dit que être en public, c'est grave, quand à la télévision, j'écoute le match de football, puis ils sont 80 000 dans le stade? Comment ça se fait que la personne qui incarne l'autorité médicale absolue en santé publique me dit une semaine, mettre un masque, c'est grave et ce serait même pire, puis la semaine d'après à la télévision me dit, pas mettre de masque, c'est criminel. Ça laisse des traces et de doutes et ça finit par animer cette idée que ça se peut que les élites ne savent pas, que ça se peut même qu'elles travaillent contre moi. C'est pas ça que moi je pense, mais c'est un sentiment qui finit par ajouter à tout le reste. C'est les mêmes élites qui m'ont dit, il est très, très, très important d'ouvrir nos frontières, de sortir le politique de l'économique. Mais moi, d'ailleurs, lisez le livre de J.D. Vance, il est extraordinairement parlant. C'est dans une ville où il y a à peu près personne de très, très scolarisé, mais tout le monde a une bonne job à l'aciérie. Et là, on ferme l'acier. Pourquoi? On ferme l'acierie. Pourquoi? Parce que l'acier qui vient de Chine est moins cher. Peut-être que tout ça est très, très bon, mais moi, j'ai plus de job. Mes voisins n'ont plus d'emploi. J'ai pas de filet social. Alors, tout ça, c'est pour le progrès, mais peut-être que le progrès n'est pas toujours pour moi. Et là, il y a un paquet de gens qui se sentent abandonnés, qui ont l'impression que le grand discours dominant depuis la Deuxième Guerre mondiale, finalement, leur apparaît comme une extraordinaire supercherie. Et va se mobiliser, va prendre tranquillement les formes d'une certaine colère. Et cette colère-là, elle n'est pas que aux États-Unis. Elle s'est manifestée peut-être d'abord la manière la plus visible avec le Brexit, qui ne fait aucun sens en mathématiques et en économie. Ils ont quand même voté pour. Il y avait d'autres choses là-dedans. Il y avait une volonté de « je vais vous montrer que c'est moi qui décide quand même ». D'ailleurs, quel était le slogan de la campagne du Brexit? C'était « reprendre le contrôle ». Et souvent, je vais vous résumer tout de suite Trump. Trump est l'extraordinaire mauvaise réponse et la réponse superbement mal exécutée à une question et des griefs profondément légitimes. Alors, ce n'est pas tout ce qu'il fait est mauvais, il exécute mal un grief réel.
et vous voyez cette manifestation-là en France, en Italie, au Brésil, en Argentine et même quelque part au Canada puis au Québec. Et la preuve que ce n'est pas que Trump, regardez, et ça c'est un phénomène que vous voyez partout en Occident, sinon davantage, je dirais presque de manière planétaire, et je vais prendre un exemple que je vois davantage aux États-Unis, mais c'est la même chose ailleurs. J'appelle ça le grand retour de l'État politique. L'État où le politique décide. Vous entendez des mots qu'on n'entendait plus, qui étaient bannis du vocabulaire. Parler de politique industrielle, ça faisait, y est-tu encore au cégep en 1970? De ramener ça à l'avant-scène, et aux États-Unis, ça a pris deux formes extraordinairement fortes. D'abord, l'Inflation Reduction Act, qui, dans les faits, est un extraordinaire méga programme de subvention d'à peu près 80 milliards de dollars pour créer de toutes pièces une industrie verte. Des batteries pour les voitures jusqu'aux éoliennes. L'État qui décide de devenir le catalyseur ou encore plus le moteur d'organiser de l'industrie au plan local. En passant, qui va contre toutes les règles du commerce international, dont on ne s'est pas badré de dire « nous ferons autre chose à partir de maintenant ». Même chose pour le CHIPS Act. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le CHIPS Act, c'est cette idée assez exceptionnelle de vouloir créer, ou plutôt réimporter, une industrie locale de semi-conducteurs. Donc, les fameuses puces que vous avez dans votre grille-pain, dans votre téléphone cellulaire, dans les avions à réaction, etc. Et pour vous dire à quel point c'est important, grosso modo, ça c'est 80 milliards d'investissements. Si le charbon a été le moteur de la prospérité au 19e siècle et que le pétrole a été le moteur de la productivité au 20e siècle, les microprocesseurs sont essentiels à la productivité au 21e siècle. Et si vous voulez avoir une idée très rapide de pourquoi Taïwan est si important, 90% des semi-conducteurs capables de faire les tâches les plus importantes sont produits à Taïwan. Et si vous voulez réimporter ça aux États-Unis, ce qui avait commencé sous Biden et qui est accéléré sous Trump, la phase 1 d'une usine, donc une seule usine, la phase 1, c'est entre 10 et 15 milliards de dollars américains d'investissement. Donc, c'est gigantissime. Et la volonté de réimporter ça, et à la fois d'avoir une vraie base industrielle, mais aussi de s'assurer d'avoir les moyens de la prospérité et le contrôle de la prospérité des 100 années qui s'en viennent. Maintenant, l'autre chose, et là, c'est une moins bonne nouvelle pour le Québec et le Canada, qui sont des puissances petites à moyennes, massivement commerçantes, c'est on était dans un monde gouverné par le droit. Et le droit, c'est génial. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gros puis il y a de petits, il n'y a que le droit et votre cause. Là, on s'en va vers un monde où c'est à la grosseur du bras ou à la gueule du client. J'ai plus de rapports de force que vous, c'est moi qui décide. Je suis dans un monde où il y a de moins en moins de règles, gouverné de moins en moins par les règles et de plus en plus par le politique, mais de plus en plus par le rapport de force pur. On s'éloigne vraiment du consensus des années 90. Et à la fin, je vous disais qu'on était dans une planète où il n'y avait essentiellement que deux catégories, c'est-à-dire des employeurs et des employés, des acheteurs et des vendeurs, et c'est le prix qui organise tout ça. Puis on a une organisation pour gouverner l'ensemble du partage des ressources. Bien là, maintenant, c'est plus le prix qui décide qui est mon client ou qui serait mon fournisseur. On retourne à une logique de bloc, une logique gouvernée par des intérêts sécuritaires, politiques. C'est bien beau que vous avez le meilleur produit et que j'ai peut-être le meilleur prix, mais vous n'avez pas le droit de vendre à un tel ou d'acheter depuis tel type d'écosystème. D'ailleurs, on l'a vu dans la crise ukrainienne. Parlez-en à ceux qui étaient des vendeurs de vodka russe. Du jour au lendemain, le politique décide, ça c'est terminé. C'est le politique qui se permet d'utiliser tout ce qui est sur son territoire, public, privé, ça ne fait pas de différence, pour mettre de l'avant son rapport de force. Et ça passe par-dessus. Donc, ça crée un monde d'infiniment plus grandes imprévisibilités. Alors, dans quel bloc je suis?
quelles sont les limitations de mon bloc. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est ça pareil. Juste rapidement, parce que je veux qu'on reste dans les grandes tendances, mais je vais rester le plus haut possible. Je vous parle, la blague, c'est la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Ce qui mange tout ça avant même que vous vous leviez, c'est la démographie, qui détermine tout le reste. 3 éléments particuliers que je veux partager avec vous, qui, je pense, vont être déterminants sur la conduite de la politique, peu importe vous êtes où, sur la planète. Le premier, c'est la démographie sur la planète. Plus de monde, moins de monde. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Nous sommes sur le point d'être pas mal moins nombreux que l'on est. Oui, la population mondiale continue à grandir, mais c'est une histoire d'exception et de généralité. La population va continuer à augmenter sur la Terre pour peut-être encore une génération, et elle sera essentiellement concentrée dans quelques pays, pour l'essentiel en Afrique, notamment en République pseudo-démocratique du Congo, au Nigeria. Pour le reste, et voici 2 chiffres qui devraient, en tout cas, peut-être vous garder réveillé la nuit, d'ici 2050, ça c'est demain matin, c'est une génération, on est en 2025, 3 pays sur 4 à l'échelle mondiale sont sous le niveau de remplacement. Donc, taux de natalité en bas de 2,1. D'ici la fin du siècle, c'est 93% de tous les pays qui sont en bas du niveau de remplacement. Et ça veut dire qu'il y aura un besoin, on va le dire comme ça, infiniment plus grand et stratégique qu'il est aujourd'hui pour de la main-d'œuvre. Et il n'y a pas juste la pénurie de main-d'œuvre au Québec puis au Canada, elle va être partout en Occident, à tout le moins. Et là, je vous le disais, l'immigration, ça vient avec des tensions importantes. Regardez combien ça a joué dans les élections en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, même les pays scandinaves, sans parler de l'Angleterre ou encore aux États-Unis, au Canada. Cette idée qu'il va y avoir une pulsion extraordinairement forte pour en même temps avoir plus de gens qui viennent d'ailleurs et en même temps, il faudrait qu'il en vienne moins. Et ça va être une tension extraordinairement présente dans tous les dossiers. Et ceux qui, peut-être que vous en connaissez, des entreprises qui ont beaucoup de travailleurs étrangers, vont se retrouver à faire partie soit de la solution, sinon à être perçus comme le problème. Et les employeurs qui seront les meilleurs capables de naviguer cette difficulté politique-là vont être ceux qui vont fournir autre chose ou plus que des emplois, mais des vecteurs d'intégration linguistique, d'habitation, d'éducation. Et ça va être majeur. Une chose sur laquelle je vais insister, moi, non seulement je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais là, je le prends un peu personnel. Moi, je viens du monde rural. Moi, j'ai grandi route rurale numéro 4. Et si vous connaissez bien votre Québec, quand ta route rurale a un numéro, ça veut dire que c'est très, très, très rural. Et quand je suis venu au monde, 56% de la population mondiale vivait en ville. Dans moins d'une génération, c'est le 3/4 de la population mondiale qui va vivre dans une ville. Et au Québec, on est déjà presque à ce niveau-là. Et la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que ça va créer pour le monde agricole un défi particulier. Quand tout le monde vit ce que tu vis, c'est beaucoup plus facile que ça se reflète dans les préoccupations politiques du moment. Quand tout le monde, quand une vaste majorité du monde ou des électeurs ont l'impression que les produits, les légumes, la viande, le lait et autres viennent au monde et poussent sur les tablettes de l'épicerie, ça rend un défi particulier d'être capable de sensibiliser le politique à la réalité, aux besoins et aux défis du monde agricole. Je donne souvent cet exemple-là. Quand mon grand-père a participé à la construction de l'usine d'Alcan à Arvida, il y était 11 000 travailleurs. Tout le monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean était engagé dans l'aventure. Évidemment, les familles, ça faisait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, à la même usine, il y a 400 travailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens dont ce n'est pas une connexion première. Donc, on a intérêt encore plus à expliquer ce que l'on fait pour s'assurer que ça fasse partie du décor.
Et ça, je pense que ça fera partie rapidement, et on commence à le voir. Comment voulez-vous que la majorité des électeurs priorisent ou considèrent les réalités, les défis, les difficultés du monde agricole si c'est une réalité dont ils ignorent tout? Alors, il est difficile d'imaginer que quelqu'un qui ne sait pas, décide de prioriser qui devrait le savoir. Fait que le défi revient vraiment aux ambassadeurs du monde agricole. Je vous parlais de choc démographique. Je vais vous en partager deux. D'abord, les 3 pays qui sont là. La Chine, d'ici la fin du siècle, il y a 1 Chinois de moins sur 2 sur la Terre. Baisse de population, 50 %. Corée, baisse de population, 65 %. Et le premier ministre du Japon vient de dire, nous commençons, parce qu'il y a une dépopulation très importante, à arriver à un moment où il faut se poser la question, est-ce qu'on va être capable de fonctionner comme société s'il n'y a plus assez de gens, s'il n'y a plus assez de travailleurs, de jeunes? Et la population va continuer à augmenter pendant un certain temps, mais pas de manière égale. Et je vous montre cette statistique-là juste pour que vous fassiez le lien entre l'évolution de la croissance et les habitudes alimentaires. Et vous voyez que ce n'est pas vrai que c'est neutre par rapport à l'industrie agricole. Les changements climatiques, on aurait pu parler que de ça, mais je veux juste vous partager un élément qui pour moi est essentiel. Qu'il y ait des gens qui travaillent fort pour s'habituer au changement climatique ou pour travailler à la résilience climatique ou pas fort, à la fin, la loi du marché va être brutale et claire. Et elle va passer par le monde de l'assurance. Un très, très gros assureur disait que l'impact d'ici 2050 va se calculer en trillions de dollars, 23 trillions de dollars pour les assureurs. Et il est difficile mentalement d'imaginer ce que ça veut dire, là, 1 trillion. Alors, je vais vous le mettre sur une durée de temps. 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. 1 milliard de secondes, c'est 32 ans. 1 trillion de secondes, c'est 32 000 ans. Donc, ce n'est pas à veille de coûter pas cher. Et ce que ça veut dire, c'est que maintenant, le coût de l'assurance risque de changer l'équation de rentabilité du monde agricole, en plus ou en moins, et de manière massive. Maintenant, dans les choses qui vous impactent un peu, il y a bien sûr l'éléphant dans la pièce. Et la raison pourquoi je voulais vous en parler, c'est pour vous présenter que ce n'est pas complètement dénué de stratégie. Il l'exécute massivement mal, mais il y a 3 grands objectifs profonds qui animent l'action de Trump et de son administration. La première, c'est une politique économique protectionniste à mort. Des subventions pour les miens, des tarifs pour les autres. Alors, même si les tarifs venaient à diminuer avec je ne sais plus combien de deals, ce n'est pas vrai qu'on est dans une ère de libre-échange. Ça va demeurer un régime profondément protectionniste. Et le drame, c'est que les autres régimes vont faire à peu près la même chose en réplique. Le deuxième, c'est que la politique étrangère, c'est moi d'abord. Je vais vous le dire, comme me dirait J.D. Vance, le vice-président, c'est très tordu, mais c'est redoutablement efficace. Pourquoi est-ce que je donnerais 60 milliards de votre argent au président ukrainien pour que l'Ukraine protège sa frontière des Russes, quand ça fait 20 ans qu'on vous dit qu'on n'a pas assez d'argent pour protéger la frontière des États-Unis contre le fentanyl, les immigrants illégaux, les cartels et autres? Tordu, mais redoutablement efficace. Et là-dessus, Trump a raison sur une chose. Si tu n'as pas de frontières, as-tu vraiment un pays? Et ça va marcher. Et le troisième, qui est probablement le plus brutal, vous le voyez en manifestation avec Doge, c'est l'idée d'assassiner l'État administratif. C'est-à-dire, pas de BAP, pas de processus indépendant, pas de formulaire prévisible. Il n'y a que du politique qui décide à la gueule du client. Je te connais, tu as une exception, je ne te connais pas, c'est tant pis. Beaucoup moins de prévisibilité dans la gestion avec l'État, ce qui donne à l'État infiniment plus de pouvoir qu'avant. Parce que pourquoi Trump aime les tarifs? Tout le monde explique, tous les économistes de la Terre disent que c'est mauvais, mais il le fait quand même. Il doit bien avoir une raison. Le premier, c'est une volonté réelle, sincère, de réindustrialiser
les États-Unis. Ramener de l'industrie, parce que là, on est dans un mythe, hein, comme dans le fond, pensez à l'époque, la fin du régime du Plessis, le Québec vivait dans le mythe de l'agriculture, c'est-à-dire que le Québec était agricole. Et on pensait encore que tout le monde vivait en campagne. Et là, il y avait une espèce de relent de dire il faut préserver ça absolument. Mais là, c'est l'idée de réimporter massivement l'industrie. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui veut dire que j'ai une maîtrise par les soirs en aluminium. Si vous voulez réimporter de l'aluminium, vous dites bonne chance. Puis à la limite, de l'aluminium, un lingot d'aluminium, savez-vous c'est quoi? C'est de l'électricité en forme solide. Fait qu'à moins que vous ayez un barrage dont vous ne m'avez pas parlé, je ne pense pas que ça arrive. Puis même si vous avez l'usine, vous allez trouver où les travailleurs pour mettre ça là-dedans? Mais il y a la volonté qui ne répond pas à un besoin économique, mais qui répond presque à de l'ordre du identitaire. Un vrai pays, ça a une industrie. Le deuxième, c'est une arme de négociation massive, extraordinairement géniale. C'est des tarifs pour tout le monde. Et là, bien, ceux qui veulent être mes amis, qui veulent me donner des sous, qui veulent une concession particulière, faites la file. Ça me donne énormément plus de pouvoir. Dans les faits, moins j'ai de règles, plus je suis dans l'arbitraire, plus j'ai du pouvoir. Et Trump aime ça. Trump disait, les tarifs, ça va être extraordinairement payant, avec l'idée que, bien sûr, c'est vous et moi qui allons les payer. Mais comme il ne réussit pas, comme personne ne croit ça parce qu'ils se font répéter à Fox News toujours, c'est l'entourloupette parfaite pour augmenter les taxes à la population. Trouvez-moi un politicien à qui vous pourriez dire, tu pourrais augmenter les taxes et l'impôt, puis personne ne va s'en rendre compte. Je ne suis pas sûr qu'ils vont être dans la retenue beaucoup au prochain budget. Là. Ça donne grosso modo 2 milliards de dollars par jour à l'État américain. C'est relativement peu, mais Trump a un énorme problème budgétaire. Juste avant qu'il arrive, le déficit, pas la dette, le déficit américain était 38 %. À ce rythme-là, il va rattraper le Canada. Là. Alors, fondamentalement, il a besoin d'argent pour baisser les impôts et pour remplir sa promesse cardinale, mettre du monde dehors. Et là, c'est particulier, il y a 13 millions d'illégaux aux États-Unis. Mais c'est bien maudissant, ils ne sont pas tous sur le bord de la frontière en attendant de se faire dire de s'en aller. Fait qu'il faut que tu les trouves, il faut que tu les attrapes, il faut que tu les mettes dans une voiture, puis après ça dans un centre de détention, puis éventuellement sur l'avion et autres. Récemment, ils ont documenté, ils ont expulsé 13 personnes. Ça a coûté 1 million. Ils ont promis d'en sortir 1 million par année. Combien vous pensez que ça va payer? Les prédictions les plus conservatrices, c'est que sortir 1 million de personnes des États-Unis, des immigrants illégaux, c'est une facture de 80 milliards de dollars. Il n'y a pas cet argent-là. Il faut qu'ils livrent. Donc, les tarifs répondent beaucoup à ça, malgré tout le reste. Je vous disais, c'est l'entourloupette parfaite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut surveiller dans tout ça? Ça a été évoqué, mais je pense que je vais le rappeler. Les États-Unis ont été construits, grâce à Dieu, le génie des pères fondateurs est intact. Il ne faut pas faire confiance à une personne pour avoir tout le pouvoir. Ça prend des contre-pouvoirs et tranquillement, moi, je pense que le Sénat va probablement rester républicain à cause de la géographie de la chose, pas la popularité du parti. Mais la Chambre risque de tomber démocrate dès novembre 2026. Et ça va arrêter énormément de choses. Même chose pour les tribunaux. Les gens me disent comment ça se fait que ce n'est pas plus vite. Faut-il le rappeler? Ça ne fait même pas encore 100 jours qu'il est là. Alors quand vous, là, il arrive une réforme gigantesque, là, êtes-vous capable de vous virer de bord en 3 mois? Peut-être pas toujours. Alors, on va se donner le temps. Ironiquement, il reste, pour vos dossiers, 1363 jours à Trump. Alors, ce n'est pas fini encore. On peut s'en reparler l'année prochaine. Même chose pour les marchés. Vous voyez les chutes des marchés, mais la moitié des Américains n'ont pas de placement en bourse. Ils ne l'ont pas vu encore. Et à la limite, je ne suis pas sûr que ça lui nuit tant que ça pour cet électorat-là. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'action dans Tesla? Levez la main. Bon. Ça vous fait-tu de la peine que Tesla ait eu des gros résultats mauvais? Ça vous fait même plaisir un peu, hein? Bande de sadiques. Bon, ben, c'est un peu comme ça qu'ils le vivent. Et l'inflation. Toutes ces choses-là seraient passées beaucoup plus vite, mais tous les indicateurs, et c'est infiniment logique, si je vous dis qu'il va y avoir des tarifs dans 3 mois, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez augmenter massivement vos approvisionnements. Et à date, les entrepôts américains débordent de partout, en attente
d'un lendemain peut-être plus difficile, ce qui tend non pas à empêcher l'inflation, mais à faire que son effet se vive sur une période plus longue. Donc, c'est comme si Trump empruntait sur l'avenir politique, et jusqu'à date, ça marche un peu. Juste un mot sur le monde agricole, c'est vous les experts de la chose. Stéphane Paquin en a parlé un peu. La carte électorale a changé avec les États clés. Hein, comme ici, on le sait que Westmount va voter libéral, on sait que Calgary va voter conservateur, les élections ne se passent pas là. Aux États-Unis, les élections se passent dans quelques États et depuis à peu près 10 ans et possiblement pour encore un autre 10 ans, le Wisconsin, extraordinairement important pour gagner une élection présidentielle. Bien, vous le savez, c'est là qu'on fait beaucoup des produits laitiers. Et regardez, le Michigan, la Pennsylvanie, l'Ohio devrait être sur ma carte. C'est là où vous avez cette base industrielle aluminium, acier. Et je vous dirais, la vaste majorité des décisions que Trump prend est à travers le prisme de cette carte-là. Ce n'est pas innocent comme préoccupation. Alors, ces gens vont vouloir des choses. À l'agriculture, il y a les deux. Il y a la personne, Brooke Rollins, extraordinairement compétente dans le sens de ses habiletés politiques. Elle était la numéro 2 de sa campagne. Et elle dirige le ministère de l'Agriculture. Puis à l'autre bout, vous avez une espèce d'électron libre très, très bizarre qui lui dirige l'équivalent de Santé Canada. J'ai l'impression que Madame va finir par zigouiller Monsieur. Mais ça fait plein de choses imprévisibles. Par exemple, la FDA dépend de Robert Kennedy. Qu'est-ce que ça veut dire si demain matin, il décide que tel type de vitamine, tel type de médicament, c'est dangereux? Je le sais, j'ai des études dans mon char. Alors, ça pourrait arriver, ça. Les déportations, le test du réel, on va l'avoir. Et j'ai vérifié ce chiffre-là 3 fois parce que je n'y croyais pas. Il y a 13 millions d'illégaux aux États-Unis et la grande hypocrisie des élites et des employeurs, c'est que les immigrants illégaux, chez nous, on a l'impression que ce seraient des gens qui vivent en dessous des ponts, cachés et autres. Aux États-Unis, leurs enfants sont à l'école, ils ne vivent pas dans les ponts, ils ont des logements et ils ont des jobs. Ils travaillent, ce monde-là. Et dans le monde agricole seulement, 4 travailleurs sur 10 est un illégal. Vous avez des enjeux de main-d'œuvre, imaginez si je vous enlève 40 %. Je pense qu'à un moment donné, là, le test du réel va arriver, mais ça se peut qu'il y ait des dommages collatéraux phénoménales dans le monde agricole, qui va avoir une disruption, qui va avoir un impact sur le prix des choses de manière difficilement prévisible, mais qui va avoir un impact, c'est sûr. Et même chose pour les tarifs ou l'anti-représailles. Le monde agricole, c'est comme la cible parfaite, ou encore le bénéficiaire premier. Quand la Chine dit « vu que tu m'énerves, mon soya, je vais le prendre ailleurs ». Le Brésil qui est particulièrement heureux de la chose, puis j'imagine que ça libère des marchés ou que ça change l'équation de qui est mon client et qui ne l'est pas. Alors, le monde agricole va être au cœur des négociations, mais aussi des représailles possibles. Et aux États-Unis, c'est encore plus vrai, puis les autres pays ont compris ça. Vous savez, quand le Canada décide de mettre des tarifs sur le bourbon, imaginez, il y en a qui pensent qu'on a l'air d'une gang de moumounes, parce que les autres taxent notre aluminium, et nous autres, on va y mettre un tarif sur le bourbon. Il y a une logique à ça. Le Bourbon, il vient d'où? Il vient du Kentucky. Le Kentucky, ça vote beaucoup républicain. Alors, on veut que les républicains parlent aux républicains. Même chose quand on décide de mettre un méga tarif sur les Harley-Davidson. Ils sont faits à Milwaukee. Il y a de la géographie. Une industrie, c'est d'abord une géographie, une société. Si je parle des produits laitiers, je ne m'adresse pas vraiment à l'Alberta pour au Nunavut. C'est une conversation chez nous, ici. Alors, même chose pour ça. Je termine avec peut-être une recommandation ou peut-être 3 conseils ou plutôt 3 appels. Qu'est-ce qu'on fait pogné dans ce monde de plus en plus, Trump pas Trump, de plus en plus imprévisible, de plus en plus politique, de plus en plus au rapport de force? 3 choses. 1, restons calmes. Des fois, il y a des gens qui m'appellent « OK, qu'est-ce que je dois faire pour me protéger des tarifs? Je veux ouvrir une usine aux États-Unis le plus vite possible. Je devrais l'ouvrir dans quel État? » Voudriez-vous vraiment aller investir dans un monde où vous ne savez pas quel va être l'environnement dans 6 mois, dans 1 an? Restez calme et plus payant. Et là-dessus, je peux vous le dire tout de suite, je suis assez d'accord avec la thèse de Stéphane Paquin. On a plus intérêt à attendre de voir comment les choses vont évoluer, qu'à se dépêcher d'aller signer avec un contrat avec quelqu'un qui ne respecte pas sa signature de l'ancien contrat. On a davantage, je pense que le temps joue contre Trump. Les fondamentaux ne seront pas différents. Biden mettait des tarifs sur la Chine aussi.
La méthode et l'approche, elle, est différente. C'est le temps de se coordonner. Vous le faites beaucoup dans le monde agricole, entre secteurs d'industrie, entre régions, même entre provinces. Le Canada n'appartient pas au gouvernement fédéral. Les provinces ont un gouvernement aussi souverain et important que le fédéral. C'est le temps de se coordonner, notamment pour éviter la chose la plus dangereuse, c'est que les secteurs stratégiques pour lesquels il y a un rapport de force gigantesque, exemple, les métaux stratégiques, eux aient leur deal, puis qu'on décide de laisser aller les autres secteurs. Présentement, les secteurs qui ont le moins de rapport de force ont tout intérêt à coordonner leur action avec un secteur industriel qui n'a rien à voir avec eux, mais qui, lui, a le rapport de force le plus important, l'énergie, les métaux, l'engrais, entre autres. Puis finalement, il faut tenir. Tenir, ça veut dire être capable d'endurer. Tenir, ça veut dire résister à la pulsion d'aller conclure un accord tout de suite. Tenir, ça veut dire qu'il y aura des difficultés, mais que si on sait que le temps joue pour nous, ça nous aide à, justement, rester calme. Je termine avec un point, je veux vous remercier infiniment, mais la preuve, la citation qui, moi, est la plus importante pour moi dans la vie vient du président Harry Truman, qui disait « La seule chose qu'il y a de nouveau dans la vie, c'est l'histoire qu'on ne connaît pas. » La dernière fois que les Américains ont décidé de mettre des tarifs sur tout le monde, on est en 1930, et ça, c'est une caricature du Washington Daily News qui explique que finalement, la réplique canadienne fait plus mal qu'il pensait. Alors, tough it up. On va passer à travers. Merci beaucoup.